Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Live Podcast. Je m'appelle Hubert Côté, votre hôte, comme à l'habitude. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Anto Tran, un créateur de contenu qui a généré probablement des dizaines, voire des centaines de millions de vues à travers les années. Merci, Anto, d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci Hubert pour la belle présentation puis surtout l'invitation. Puis pour vrai, j'ai vraiment hâte de parler tout ce qui est business, finance ou peu importe parce que j'ai l'impression que comme genre c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais que c'est pas nécessairement la ligne directrice de mon contenu. Fait que Écoute, j'adore ça. t'es à la bonne place pour ça. Je pense qu'on va bien s'entendre. Pour commencer, là, pour mettre les gens un peu en contexte, qui ne te connaissent pas, où est-ce que tu as vu le jour puis comment t'as pris forme au fil du temps? Ouais, pour faire une intro rapide, j'ai commencé sur YouTube depuis toujours. À l'âge de 11-12 ans, je faisais des vidéos. J'ai commencé avec ma première chaîne YouTube comme plus officielle par rapport à du gaming pour une audience en France en 2016 jusqu'en 2020-21. C'est ensuite de ça que je voulais peut-être plus me rapprocher du Québec puis avoir un contenu qui est plus personnel, qui est plus propre à moi plutôt que juste des jeux vidéo. Fait que c'est là que j'ai essayé de faire une chaîne YouTube sur ma vie plus personnelle, ben, comme des challenges fun tout ça, hors du gaming. Puis après, c'est là en fait, en 2021, je trouvais que TikTok, je pensais que c'est une bonne opportunité. Fait que je découpais des clips de YouTube à TikTok, puis finalement, ben, ça l'a plus accroché là-dessus. Donc, je me suis dit, bon, j'y vais all-in là-dessus, puis et voilà. Yes, c'est super. Puis en ce moment, là, t'es rendu à combien là, d'abonnés, mettons, sur tes différentes plateformes? Ouais. Juste pour avoir une idée d'échelle. Ouais, donc sur TikTok, là, j'étais à un peu plus de 280 000 abonnés. Sur IG, sur Instagram, un peu plus de 16 000 peut-être. Puis sur YouTube, on avait plus de 100 000 abonnés. Oh! Ouais. Sur YouTube, c'est excessivement difficile là, Ouais. d'aller chercher 100 000 abonnés. Mais c'est ça, c'est une autre game aussi. C'est une niche différente, c'est du gaming, donc... Quand même, c'est ça, fou. ça. Puis ta passion là, pour la création de contenu est née quand? Parce que veux pas. Bon, maintenant, c'est ton entreprise, c'est ta dynastie, tu sais. Puis comment ça a pris forme là, au tout début? Je dirais que, tu sais, pour moi, ma télé, on pourrait dire... Premièrement, j'avais pas le câble vraiment, là. Donc, ma télé, ça a été beaucoup YouTube. Donc, en grandissant, je regardais les YouTubers faire des projets qu'eux-mêmes entreprenaient puis qui réalisaient artistiquement, tu sais. Je trouve ça insane, la qualité ou juste l'émotion qu'un YouTuber faisait par lui-même ou elle-même puis qu'il faisait toute seule, puis l'émotion que ça me donnait après avoir regardé une vidéo. Donc ça m'inspirait beaucoup, puis c'est comme ça que j'ai décidé, hey, je vais faire un peu la même chose qu'eux ils font, tu sais. Puis, veux pas, est-ce que ta famille était entrepreneur? Est-ce qu'il y avait déjà ça un peu dans la famille? C'est vraiment drôle parce que, mettons, en grandissant, j'ai jamais vraiment vu ou jamais vraiment pensé que ma famille était entrepreneur, dans le sens que mon plus grand frère est dentiste, mon deuxième frère est médecin, ma soeur est avocate, fait un background de carrière plutôt traditionnel, disons ça comme ça. Par contre, mon père, lui, il avait... en fait, dans sa vie, il a juste eu des business, soit 2 Dunkin' Donuts à Sherbrooke, un restaurant vietnamien et une tabagie. Par contre, peut-être que je le voyais pas tant entrepreneur que ça. C'est parce que ces business, c'était pas... je dirais que c'était pas le meilleur businessman, tu sais. C'était super cool parce que comme vu qu'il décidait de son horaire, on passait beaucoup de temps ensemble et tout ça. Mais je le voyais jamais comme entrepreneur, mais en réalité, en grandissant, c'est un peu ça qui était, tu sais. En fait, c'est absolument ça qui était. Surtout avec le nombre de commerciaux. Ouais. Est-ce qu'il a réussi à t'inculquer un certain bagage au niveau de l'entrepreneuriat? C'est ça, c'est qu'on parlait pas beaucoup de ça ensemble. C'était pas... j'ai l'impression que il y a eu ces restaurants-là parce que c'était le chemin qui était tracé, parce qu'il a immigré ici, il a commencé à être caissier dans un Dunkin' Donuts, puis il a monté l'échelon, puis à un moment donné, il a acheté au propriétaire, dans le fond. Mais je pense pas que c'était sa passion nécessairement. Donc, c'était pas le sujet principal de nos conversations quand on parlait, fait que j'avais pas l'impression qu'il me partageait toutes ces connaissances-là ou ces expériences-là, du moins. Puis, est-ce que tu avais des mentors ou des sources d'inspiration au début dans ta carrière? Parce que veux pas, tu sais, pour les gens qui ne le savent pas, c'est quand même complexe, percer dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de créateurs, il y a de plus en plus de contenu, il y a énormément de compétition. Comment tu as fait pour réussir à percer? Je dirais que
ma chaîne YouTube de Clash Royale, en fait, de jeux vidéo, c'est vraiment ça qui m'a non seulement donné la confiance pour être devant la caméra, mais aussi qui m'a un peu prouvé que genre, hey, si tu fais quelque chose de pas pire, puis qui se distingue un peu des autres d'une manière ou d'une autre, puis que tu mets du temps dessus, ça peut fleurir, puis peut-être atteindre quelque chose que tu veux atteindre, tu sais. Donc, je pense que c'est vraiment la chaîne YouTube qui m'a beaucoup aidé à voir que c'est possible. Aussi, quelque chose de banal, j'en ai pas beaucoup parlé, mais le fait de... J'étais un peu plus grassouillet, je dirais pas, tu sais, obèse ou quoi que ce soit, mais j'étais un peu grassouillet, puis je me sentais pas bien dans mon corps quand j'étais plus petit. Mhm. Puis le fait que je puisse comme me dire à un moment donné, hey, OK, je vais mieux manger, je vais commencer à faire plus de sport, puis que ça, que j'ai pu avoir un changement quand même assez drastique de forme physique, puis que ça, je me sentais vraiment mieux après dans mon corps. C'est à ce moment-là que je me suis dit, hey, si on met du temps encore une fois, de l'effort, ben, tu peux arriver à tout ce que tu veux, Ouais. entre guillemets. Littéralement, puis veux pas, ça prend une certaine forme de persévérance. Là. Tu dois faire, je sais pas, tu as dû faire des centaines et des centaines de clips là, avant Oh my God. d'y arriver. Ouais, puis c'est fou parce que, tu sais, en le faisant, puis en étant dedans, quand ça montait pas, j'y pensais pas, tu sais. C'est comme, ah ben, j'aime ça, je fais une vidéo, puis j'essaie de m'améliorer vidéo après vidéo, puis je le publie. Je pensais pas plus à, hey, ça va-tu devenir une business, quoi que ce soit. Bien sûr que j'avais le rêve, mais tu sais, en le faisant même, genre, je regardais beaucoup moins les chiffres à ce moment-là, du moins, que maintenant, quand c'est, OK, peut-être plus une business ou peu importe. Donc, c'est vraiment l'essence même du fun de tout ça est vraiment important. Ouais. Puis, tu sais, sur le podcast, on aime avoir des personnes comme toi parce que tu viens d'un background, tu sais, vraiment externe ou divers. Là, tu sais, le créateur de contenu, maintenant, bon, MrBeast, c'est un exemple que tout le monde connaît de ses commercialisations puis de succès avec une valorisation de plus d'1 milliard à l'âge de 25 ans. Ah, c'est fou. Tu sais, comment ça fonctionne le modèle d'affaires d'un créateur, tu sais, parce que c'est une passion. On a eu dernièrement le Fit Cook, tu sais, lui, il parlait justement que sa passion était vraiment énorme pour la cuisine. Mais ultimement, qu'il avait besoin, tu sais, de revenus pour en vivre. Pour les, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, là, comment un créateur de contenu peut ultimement générer une forme de revenu? Je dirais qu'il y a quand même plusieurs manières de générer un revenu. Pour moi, mon plus grand revenu dans tout ça, la plus grande part du moins, c'est les placements de produits. Donc, des partenariats que tu fais avec des marques. Je comparais, pour vrai, là, je comparais des réseaux sociaux ou une plateforme d'un certain créateur de contenu, une créatrice de contenu, très comparable à la télé. C'est un peu le même modèle d'affaires, dans le sens que la télé va charger des publicités d'entreprises, puis ces publicités-là vont servir à payer la production, les acteurs, les animateurs ou peu importe. C'est un peu le même modèle pour un créateur de contenu, c'est juste que on est tout seul. Ouais. La production, le acting ou le scripting, le montage, c'est tout nous qui le fait. Fait qu'évidemment, tu sais, c'est plus direct, là, mais c'est un peu le même modèle d'affaires. Sinon, pour un créateur de contenu, il y a différentes manières. Il y a mettons pour YouTube, il y a le ad revenue. Malheureusement, c'est pas encore disponible ici au Canada pour TikTok. Sinon, tu sais, il y a des produits que tu peux vendre aussi, que tu crées ou par des liens d'affiliation. Sinon, si tu développes une expertise en étant créateur de contenu, peu importe que ce soit en marketing ou juste faire des réseaux sociaux, comment faire ça, ben, j'imagine que tu peux donner des formations, des conférences, de la consultation aussi. Donc ça, c'est différentes manières de diversifier ton revenu puis de générer un revenu, mais je pense qu'à la base, c'est vraiment le même modèle d'affaires que la télé parce que c'est ça, où qu'il y a de l'attention, il y a de l'argent aussi. Littéralement. Puis, d'un point de vue finance et investissement, bon, j'aime parler un peu de ce modèle-là parce que un, pour les gens qui veulent se lancer, c'est certain que tu achètes un iPhone, littéralement. Ouais. Puis de deux, ben oui, ça prend du temps, mais tu as la chance de te dédoubler là, en termes de visibilité. Puis de vraiment, tu publies une fois, si ça fonctionne, tu as une vidéo qui va viral, tu peux aller chercher un partenariat puis bâtir ton portfolio de vidéos. Ultimement, il y a quand même une science associée à ça. C'est très difficile. Tu as des années d'expérience dans le domaine. Beaucoup de gens l'essaient, très peu d'élus. C'est une mécanique très complexe, là, ça paraît pas, là, mais derrière chacun des vidéos, les gens le savent pas, puis c'est ce qui fait en sorte que c'est un peu de la magie. Right? Les gens comprennent pas pourquoi tes vidéos sont viraux, fonctionnent super bien. Est-ce que tu peux donner peut-être quelques pistes pour les gens qui voudraient
commencer dans cet univers-là, est-ce qu'il y a certaines façons qui fonctionnent mieux que d'autres? Je dirais que, tu sais, là, on parle d'algorithme puis une science derrière ça, mais quand on parle d'algorithme, par exemple de TikTok, YouTube, Instagram, peu importe la plateforme vidéo du moins, l'algorithme est vraiment là pour répliquer ou apprendre le comportement humain, tu sais. Puis pour mettre les gens en contexte, l'algorithme, tu sais, on entend souvent ce mot-là, l'algorithme des réseaux sociaux. C'est quoi, en gros, l'algorithme? Ça sert à quoi? Je dirais que c'est des calculs ou plutôt une manière de décrire pour une plateforme comment un certain type d'audience interagit avec ta vidéo. Fait que, si quelqu'un interagit positivement avec ta vidéo, ben l'algorithme, dans le fond, va prendre cette réaction-là avec des métriques, soit la durée de la vidéo, le watch time, les interactions par rapport aux commentaires, whatever. Puis ils vont juger si, OK, je le pousse à cette personne-là ou à l'autre personne. Ou à personne d'autre. Ouais, puis le nerf de la guerre, c'est ça, c'est la distribution. C'est ça. C'est de faire distribuer ta vidéo. Puis l'algorithme, c'est lui qui va décider qu'est-ce qu'il te recommande. Fait que dans l'actualité, quand tu scrolls, pourquoi est-ce qu'après telle vidéo, c'est telle vidéo? Mais c'est l'algorithme, essentiellement. Exactement. Puis essentiellement, ces calculs-là, tous ces trucs-là d'algorithme, c'est juste pour comment dire, pas calculer, mais plutôt avoir un pouls de ce que l'audience... En fait, c'est là pour représenter ce que l'audience aime, puis de leur suggérer ce qu'ils aiment à la fin de la journée. Et il existe des moyens pour faciliter la distribution de ton vidéo. Définitivement, ouais. Ouais. Pour moi, pour répondre à la question précédente, comment faire une bonne vidéo, c'est simplement de faire une vidéo où que tu penses que le monde vont bien l'aimer, vont la regarder jusqu'à la fin. Mais ça part essentiellement d'un bon sujet, d'un bon concept. Puis après ça, il y a l'exécution qui est importante. Donc, tu sais, s'il y a des longueurs, ben ça risque d'ennuyer le monde. Il y a aussi, si tu parles d'un sujet qui est intéressant, qui intéresse le monde, ben t'as une meilleure chance que le monde regarde jusqu'à la fin, tu sais. Fait que c'est juste de prendre tout ça en compte, puis de bien l'exécuter, tout simplement. Parce que, tu sais, tu as fait... plusieurs concepts que j'ai vraiment aimés, là, comme par exemple celui avec François Legault, qui t'a mis quand même beaucoup de l'avant. Tu as eu d'autres gros partenariats, entre autres avec plusieurs institutions. Quand tu arrives avec un projet comme ça ou une idée comme ça, c'est quoi le processus créatif? Y a-t-il une checklist ou les étapes à suivre avant d'arriver avec le produit final qui génère des millions de vues? C'est quoi un peu ton thinking derrière ça? C'est vraiment plate comme réponse, mais je fais vraiment ce que moi j'aimerais voir, tu sais, puis d'essayer de baigner dans mes intérêts. Par exemple, dans la série de bouffe, parce que je mangeais à tous les jours, puis je me suis dit, hey, je peux me filmer à faire ça à tous les jours. Puis là, vu que je faisais ça depuis longtemps, puis j'ai commencé avec ça, je me suis dit, hey, il faudrait avoir une fin, comment avoir une fin par rapport à ça? Ben, la meilleure fin, c'est d'aller voir le plus grand maître, tu sais, Ricardo. Après ça, cet événement-là, moi, j'ai pas calculé, mais ça a tellement eu un bel et grand ampleur que c'est même l'équipe de M. Legault qui m'ont contacté pour faire cette collaboration-là. Donc ça, c'était comme une coche de plus que j'avais même pas pensé à ce moment-là. Mais sinon, en général, tous mes concepts vidéo que je fais, c'est beaucoup dans mes intérêts du moment. Par exemple, dernièrement, j'ai essayé de call out GSP. Georges Saint-Pierre. Ouais, Georges Saint-Pierre, justement, qui est un champion de la UFC. Ça vient tout simplement parce que je me suis intéressé à la UFC récemment, puis à regarder plus des combats. Puis j'étais comme, oh my God, au Québec, on a un two-time champion, un icône de ce sport-là qui est mondialement reconnu. Mais là, on l'a au Québec ici. Fait que je voulais faire un concept derrière ça. Évidemment, le concept, faut quand même penser que pour atteindre ces grandes personnes-là, c'est du monde qui sont occupés, puis que nécessairement, ils n'ont pas besoin de toi, tu sais. Fait qu'il faut essayer de penser à des trucs pour faciliter la tâche, puis les intéresser d'une certaine manière, puis de penser dans leur intérêt. Mais sinon, c'est ça. Toutes les vidéos, c'est vraiment dans mon intérêt du moment, puis je le fais. Ben, c'est bien parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça le nerf de la guerre, tu sais, c'est d'être en mesure d'aller faire des partenariats, comme par exemple avec GSP, François Legault, tant mieux s'il est venu vers toi, mais tu sais, ça, j'imagine que c'est un art en soi aussi, essayer de trouver, tu sais, la personne clé avec qui tu veux vraiment comme avoir. Je pense que tu en as dit, tu sais, une couple de bonnes stratégies, justement, d'essayer d'y aller vraiment seamless pour qu'il y ait le moins de travail à faire.
qui a une plus-value pour lui aussi, ultimement. Là. Mais non, je trouve ça fascinant. Puis au niveau du TikTok, là, bon, clairement, ça a été je pense, ton cheval de bataille. Là, 100%. Qui t'a permis justement de faire l'ascension. Comment ça se passe là actuellement, tu sais, ta création de contenu? Est-ce que c'est de continuer justement à aller faire des partenariats avec des personnes comme GSP et tout? T'en es rendu en ce moment dans ta carrière? C'est une bonne question, en fait. Tu sais, je pense que, tu sais, j'aime toujours faire des partenariats avec des marques. Puis souvent, comment ça fonctionne, c'est que ils viennent, puis là, ils ont comme, hey, on aimerait ça promouvoir telle chose, puis on a cette ligne directrice-là. Comment ça peut se baigner dans ton monde? Fait que j'aime vraiment ça d'avoir un projet, puis d'avoir quelque chose à promouvoir, mettons. Puis là, on me dit, OK, comment tu rajoutes ta touche, puis comment c'est comme un défi, puis j'aime vraiment ça, bâtir ce projet-là de A à Z. Fait que ça, je pense qu'on va toujours garder ça, mais éventuellement, comme mon rêve dans tout ça, c'est d'avoir ma propre marque à pousser, tu sais. De moi-même être la marque, puis que dans un monde, je sais pas, futur, proche ou lointain, essentiellement d'avoir seulement mes produits à pousser ou entre guillemets, avoir des partenaires qui ont du sens avec les produits que je pousse, qui sont dans mon branding. Donc ça serait vraiment mon rêve, puis comme les choses auxquelles je travaille en ce moment, où j'essaie de travailler le plus possible pour y arriver. Qui est toujours un grand défi, bien sûr. Là. Des fois, tu sais, à la fin de la journée, je suis bon pour faire des vidéos. C'est ça qui est mon champ d'expertise. Mais tout le reste qu'on m'a lancé dedans, tu sais, à la fin de la journée, être un créateur de contenu à temps plein, puis que c'est ça que ton gagne-pain, c'est aussi être un travailleur autonome. Puis ça, on te l'enseigne pas. On te l'apprend pas à l'école. On te l'apprend pas non plus quand tu le deviens. Fait que faut que t'apprennes un peu au fur et à mesure. Là. En effet. Puis parlons-en, je pense que, tu sais, en soi, c'est un job, là, puis c'est super intense, ça paraît pas, mais derrière la caméra, il y a énormément de travail à mettre avec le produit final. Je pense que le modèle, tu sais, a été prouvé, comme on l'a dit, tu sais, avec MrBeast, qui lui était aux États-Unis, fait que c'est juste 10 fois plus gros. Ce que j'aime par contre de toi, tu sais, c'est qu'il y a quand même un univers, tu sais, comme tu l'as mentionné, tu sais, on voit un vidéo apparaître, on sait que c'est du Anto-Tran. Fait que ça, je trouve qu'il y a comme un univers intéressant. Puis c'est ça, dernièrement, on a eu le FitCook, qui a un peu un parcours similaire au tien. Lui, il a commencé il y a 7 ans. Puis il disait que justement, avant, c'était sa passion. Puis là, maintenant, c'est rendu une gamme de produits. Tu sais, là, c'est le fun pour toi parce que clairement, tu as un univers, mais tu n'as pas nécessairement une passion précise. Je pense que tu as plusieurs passions. Fait que là, c'est un peu de décider quelle avenue tu souhaites prendre. As-tu quelques pistes qui t'intéressent en termes de produits ou de commercialisation? Moi, je suis une personne qui, à tous les jours, j'aime ça avoir quelque chose dans les mains pour boire. Le matin, souvent un café, un thé. Le soir, en mangeant, c'est toujours quelque chose à boire aussi. Puis ça, je l'ai marqué, je l'ai depuis toujours. Donc, pour moi, mon rêve, ça serait d'avoir un drink. Pour commencer, du moins, là. Je pense que ça me convient beaucoup dans mon branding puis dans ma personne parce que c'est aussi un produit c'est un type de produit que j'aime avoir puis que j'aime consommer. Donc, je me suis dit, si je voulais partir un premier produit, ça serait ça. Ça revenait-tu à ta question? Je pense que c'est smart. Puis parlons-en. On va brainstorm un peu sur le sujet. Je pense que dans ton cas, ce qui pourrait être le fun, c'est d'aller chercher une catégorie relativement précise là, dans les pas nécessairement les prêts à boire, parce que c'est alcoolisé, mais les boissons sans alcool. Je pense que ça peut être intéressant, mais comme l'exemple, le FitCook qui a un grand succès, lui, il y a une touche quand même santé. Right? Oui, 100%. Fait que je pense que d'avoir le breuvage, ça fonctionne, mais en même temps, je pense qu'il faut que tu sois en mesure de combiner comme un autre élément clé 100%. associé à ça, parce que sinon, les gens vont trouver « Ah, c'est cool, c'est Anto-Tran, mais what's in it for me? » genre. 100%. Puis pour répondre à cette question-là, ce qu'on avait pensé pour ce drink-là, c'est oui, OK, un drink, c'est vraiment cool. Puis en effet, il manque cette touche personnelle que ça relie moi à la personne qui va l'acheter aussi. Puis un autre aspect dans ma vie que je trouve vraiment important, c'est les relations. Autant depuis toujours, puis venant surtout d'une famille vietnamienne, la famille est super important. Le couple, c'est super important d'une manière où c'est important de tisser ces relations-là. Donc, en tout cas, le drink que j'avais pensé, c'était vraiment pour faciliter
ces rencontres-là. La conversation. La conversation entre deux personnes qui veulent en apprendre à connaître, soit romantiquement. Fait que autant dans une date, dans un restaurant, ou autant tout simplement à la maison. Fait que c'est vraiment dans cette avenue-là qu'on pense y aller. Peut-être que j'ai été beaucoup biaisé dans cette réflexion-là parce que justement, je me suis nouvellement fiancé il n'y a pas si longtemps. Ouais, félicitations. Merci. Puis, tu sais, nous, justement, qu'est-ce qu'on voyait qui était cool, c'est que peu importe le moment, que ce soit genre pendant un souper, ou bien genre juste devant la télé ou peu importe, on avait toujours quelque chose à boire. Fait qu'on s'est dit, hey, pourquoi pas nous aussi avoir quelque chose qui facilite la même chose mais pour les autres. T'sais. Ouais. Puis je trouve cette philosophie-là intéressante. Je vais donner un exemple qui est pas nécessairement, qui est un peu un mauvais exemple, tu vas comprendre, qui est mauvais pour la santé, mais les créateurs de la vape, là, la vaporeuse. Ben oui. Là. Mais tu as vu, je sais pas si tu as vu récemment, il y a un documentaire qui est sorti à ce sujet-là. Les gens ne savent pas, mais c'est des gens de Stanford là, qui ont créé ça. C'est un des universités les plus réputées au monde, là, Stanford. No way! À San Francisco. OK. Puis c'était des designers de produits qui aimaient le rituel de fumer, mais qui n'aimaient pas tous les effets secondaires néfastes. Ah! Mais tu sais, l'espèce de rituel associé justement à la conversation, faciliter quelque chose, je trouve que c'est un créneau intéressant parce que tu sais, clairement, l'univers du vape, là, comme tout le monde connaît, c'est rendu la plèbe, là, tout le monde vape. Puis la prémisse, c'était exactement ça. C'était comment on peut avoir un rituel où c'est le fun de se regrouper puis de pouvoir parler puis d'être ensemble sans nécessairement avoir à aller fumer et prendre un break dehors. Fait que de là, ils ont créé le produit, la Juul, J-U-L. Puis de fil en aiguille, là, c'est devenu international. Puis là, au début, c'était surtout les gens des campus universitaires avec qui ça fonctionnait bien. Puis là, c'est devenu comme ce que c'est. Puis là, maintenant, il y a plein d'études qui montrent que c'est pas bon pour la santé. Puis là, bref, ça s'est gâté. Mais tu sais, la prémisse en soi n'était pas mal intentionnée, mais c'est juste la façon que ça a été commercialisé qui a fait des ravages. Mais ultimement, tu sais, je pense que ça peut être intéressant de reprendre un rituel puis de se dire, OK, tu sais, qu'est-ce qu'on peut amener comme produit sur le marché pour répéter ce rituel-là sans avoir les effets néfastes. L'alcool en est un. 100%. Tu as les sans-alcool maintenant, les prêts à boire sans alcool qui, je pense, sont intéressants, mais on dirait que, tu sais, avec ta personnalité, je sais pas, un peu pétillant, de l'eau pétillante, tu sais, je sais pas le type de breuvage exact, mais j'ai l'impression que dans ce créneau-là, en effet, il y a comme un gap là, qui n'est pas nécessairement comblé. Ouais. Ben, pour moi, tu sais, je suis pas un gars qui consomme... En fait, je consomme aucun alcool. Donc, c'est sûr que c'est important pour moi d'avoir un mocktail, dans le fond. Quelque chose qui est sans alcool. Puis, tu sais, en fait, discutant de ça me fait penser... Je sais pas c'est où que j'ai entendu ça. Je pense que j'ai entendu à plusieurs reprises, mais je trouvais que c'était tellement intelligent. Là. Des fois, comme des entrepreneurs, ils font un produit parce qu'ils ont une illumination. Puis là, après ça, ils essaient de le vendre. Mais le chemin inverse, c'est beaucoup plus logique, un peu moins, c'est moins intuitif, mais je trouve qu'il est super intelligent. Dans le fond, c'est d'aller voir c'est quoi la demande, qu'est-ce que le monde recherche, puis après ça, tu fais un produit parce que tu n'auras pas à le vendre après aussi difficilement, tu sais. Exact. Fait que, ayant ça en tête, je trouvais ça incroyable. Puis pour rebondir là-dessus, un tout petit sondage, là, ça paraît super cheesy, puis super, on apprend ça à faire à l'école, genre pour un projet de recherche, t'es comme... de point, il faut que tu demandes à tes amis sur Facebook, genre, pouvez-vous aller répondre à ce sondage pour un projet à l'école? Tu sais, t'es comme, what the fuck, ça sert à rien, c'est pas utile. Mais en affaires, si t'as la chance d'avoir des personnes qui te regardent, qui te suivent ou qui t'écoutent, de pouvoir aller dire, OK, tu sais, c'est quoi tes besoins? Tu sais, si on fait ça, t'en penses quoi? T'sais, est-ce que ça t'intéresse réellement à ça? J'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui le font. Ils tirent un peu aveuglément. Puis ça peut coûter très cher, là, surtout dans le domaine alimentaire, tu sais. Ou des domaines des prêts à boire ou... peu importe la catégorie, quand tu as un inventaire, tu veux pas nécessairement te tromper. Là, parce qu'après ça, tu es prêt avec des dizaines de milliers de canettes. C'est ça. Puis là, tu es comme, OK, je fais quoi pour les liquider? Tu sais? C'est un gros investissement, en effet. Puis, tu sais, il y a aussi ça, le genre de débat comme en tant que créateur de contenu. Qu'est-ce que tu veux pousser? Est-ce que tu veux pousser un produit qui est justement en ligne, un service parce que ça coûte le moins cher puis tu as une marge de profit de presque 100%, ou bien un produit physique que justement tu auras un inventaire à gérer puis le vendre sera bien plus difficile, puis non seulement il faut que tu le vendes, mais il faut que tu cherches toute la distribution, puis il y a tout un système derrière ça que tu connais pas. Mais mettons pour moi, je trouve que avoir quelque chose de physique, c'est beaucoup plus gratifiant, j'ai l'impression. Comme c'est quelque chose de tangible, puis je sais pas, peut-être que c'est aussi en ayant vu genre d'autres
d'autres entrepreneurs réussir, autant au Québec qu'à l'international, d'autres créateurs de contenu qui peuvent faire ça aussi. Je pense que c'est comme un rêve à accomplir. Là. Ouais. Non, absolument. Puis j'ai l'impression qu'il y a aussi le fait que veux pas, c'est une game de volume là, quand tu vas vendre un produit physique. Là, c'est 100%. vraiment, les marges de profit vont être plus petites, tandis qu'un produit qui est 100% numérique. Nous, mettons, on s'est parlé avant le podcast, là, mais nous, avec Live, on a une plateforme qui aide les gens à acheter puis vendre des PME. Ouais. Notre service est 100% numérique. C'est certain que, oui, il y a tout un service derrière ça, toute une infrastructure. On a un inventaire d'entreprises à vendre, mais ultimement, ça reste que on n'a pas justement des produits physiques à gérer, fait que la logistique associée à ça est beaucoup moins élevée. Dans ton cas, est-ce que tu as pensé aussi vraiment à l'univers du numérique? Parce que j'ai l'impression qu'en tant que créateur, c'est pas nécessairement la première chose qui vient à l'esprit, mais en même temps, puis je te challenge à ce niveau-là, est-ce que c'est vraiment la meilleure avenue? Ça dépend un peu, j'ai l'impression que si tu vois le long terme, probablement qu'un produit physique, toi, dans 20 ans, ça ne sera pas 200 000 abonnés, ça va être 2 millions. On l'espère. Mais, je veux dire, techniquement parlant, mettons, si tu fais juste des probabilités statistiques des créateurs, si tu suis la recette puis t'es discipliné, c'est vrai. Ça va y aller. Mais ouais, numérique, t'en penses quoi? C'est que j'ai longtemps eu cette réflexion-là dans ma tête, puis il n'y a rien jusqu'à maintenant que je me suis dit que je pourrais vendre numériquement, puis que je serais à l'aise de le vendre à 100%, puis que je serais totalement derrière ça. Tu sais, à la fin de la journée, je pense que j'ai quand même une bonne... j'ai appris à bien bâtir des vidéos, puis bien te pousser, puis bien te vendre en termes de tout ce qui est en ligne, en fait. Puis je pense que j'ai une recette qui est quand même assez distincte que je pourrais partager puis la monétiser. Ouais, c'est une stratégie. Ouais, c'est ça. Puis genre partager ce que je sais, tout simplement là. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont peut-être même moins de crédibilité qui le font puis qui se réussissent super bien. Fait que je sais qu'il y a cette avenue-là, mais il y a toujours un petit quelque chose derrière moi qui dit, hey, me semble que c'est pas la voie que je veux aller. C'est ça. Pour moi, un produit. Puis aussi, j'ai aussi la mentalité de peut-être que c'est pas la bonne. Toi qui es plus un gars de finance que moi, je me dis, hey, si demain je me retourne avec $0 dans mon compte de banque, je m'en fous, tu sais. Dans le sens que on est jeune, je sais que j'ai des skills que je peux développer si jamais il y a quelque chose qui marche pas, mais j'ai l'impression que c'est là que je dois prendre des risques. Des risques calculés, évidemment, là. Mais c'est ça, j'ai pas peur d'échouer. Puis en parlant justement avec le FitCook, il y a quelques semaines, il me disait la même chose, tu sais, quand lui est parti... sa ligne, ça ne dérangeait pas non plus de tout perdre. Puis j'ai l'impression que c'est ça. En fait, cette éventualité-là, même si ça arrive, j'ai pas trop peur. Là. Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment entre le home run puis une PME qui est viable, d'avoir un produit physique, c'est comme tu go big or tu go home. C'est ça. Littéralement. Fait que c'est certain qu'à ton âge, si tu as vraiment l'appétit pour le risque, je pense qu'inévitablement, c'est une stratégie qui a déjà fonctionné, right? Mais c'est ça, c'est de trouver puis d'être prêt à avoir les reins de millions en dette. Là, de vraiment aller chercher cet inventaire-là puis de passer à travers toutes les partnerships. Je pense, tu le sais, là, de là l'importance de s'associer avec du monde qui s'y connaît dans, 100%. dans l'univers. Là. Puis sinon, au niveau de l'écosystème au Québec, est-ce que tu commences à être reconnu plus avec les banderoles traditionnelles? Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un gros gap entre les créateurs de contenu. Puis là, on est en train de vivre un schisme, là, comme une espèce de séparation entre les deux. Comment tu vois ça dans 5, 10 ans, le futur? Est-ce que... Parce que notre génération, on vit sur YouTube, on vit sur 100%. TikTok, on n'a pas le câble. Est-ce que tu penses que chacun des creators va avoir leur propre poste de télévision distincte? Mettons si on essaie de se projeter dans le futur de la création de contenu. C'est une bonne question. Je pense que l'avenir de la création de contenu au Québec, ça va juste faire en sorte que, mettons, il y aura... Si on compare ça avec les médias traditionnels en ce moment, ou dans le temps, mettons qu'il y avait, je dirais, genre 5 millions sur 8 millions de personnes au Québec qui regardaient du contenu. Là, ces 5 millions de personnes-là regardaient, je dirais, mettons, je dis n'importe quoi, 100 chaînes au Québec, puis qui se splittaient. J'ai l'impression que dans le futur, ça va être 5 millions, ces 5 millions de personnes-là, à la place de regarder 100 chaînes télévisées, ben ça va être divisé en genre peut-être 10 000 créateurs de contenu, tu sais, ou 20 000, whatever. Juste un plus grand pool de personnes à regarder. Puis je crois fortement que
que aussi, chaque créateur de contenu va augmenter son niveau soit de concept, de production, parce que ben, s'il y a plus une grande audience qui est là-dessus, ben, il y a aussi une meilleure monétisation, excusez-moi, puis une plus grande, une plus grande économie dans ce secteur-là. Donc, je pense que c'est juste que chaque créateur aura sa voix, puis ça sera juste du contenu meilleur. Qui va remplacer peut-être les médias traditionnels. Absolument. Puis juste pour revenir sur le sujet d'avant, là, tu m'as fait penser à quelque chose. Tu veux pas aussi, tes parents, ils étaient dans l'univers du produit physique aussi. J'imagine qu'il y a quand même un attachement à ça. Puis on a parlé avant l'épisode, puis l'univers de l'acquisition des PME. On en a parlé brièvement, mais je pense que dans ton cas aussi, ça pourrait être intéressant de venir acquérir une PME d'une personne, par exemple, d'un baby boomer qui s'en va à la retraite. Qui n'a pas nécessairement les personnes ressources pour reprendre la business. Ils n'ont pas de réseaux sociaux, ils n'ont pas de présence en ligne. Puis là, de venir directement, par exemple, tu vas acheter un bubble tea shop. Je sais pas si tu connais les bubble tea. Oui. Super trending. Grand fan de ça. Il y en a là, probablement des. Ben, ça n'existe pas depuis si longtemps que ça, mais tu comprends le concept là, de venir acheter un bubble tea. Puis de le mettre sur la map là, numérique. Ça, tu y avais-tu pensé? J'ai pensé. J'ai pas fait dans le fond, j'ai pensé, mais c'était pas quelque chose que. J'ai fait énormément de recherches non plus. J'ai pas cherché jour et nuit pour des entreprises ou des PME qui étaient à vendre puis que je pensais pouvoir reprendre. Mais c'est définitivement quelque chose que je pourrais me voir faire aussi. Par contre, j'aime beaucoup l'aspect, comme je t'avais dit avant qu'on se parle, qu'on parle de podcast, j'aime beaucoup l'aspect qui est comme 100% créateur puis mon idée. Tous mes projets que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était tous des projets que j'ai pensé de ma tête et que j'ai essayé de le créer. Fait que je pense que à cause de ça, ça m'a beaucoup biaisé à être porté à aller vers mes propres produits. Par contre, en parlant de ça, je connais justement un autre créateur que lui a exactement fait la même chose. Il a pris une entreprise de biscuits qui était pas très hype, pas très connue. Puis justement, mais qui avait une bonne distribution, puis tout ça. Il a juste mis les réseaux sociaux là-dessus, puis ça l'a explosé. Il fait des millions. Il est parti, je sais pas des millions, mais il est bien. Il se débrouille bien. Fait que ça, c'est vraiment incroyable. Mais c'est vrai, on n'en parle pas beaucoup de ce type d'entrepreneuriat-là. Zéro, puis tu sais, je veux pas prêcher nécessairement pour ma propre paroisse, parce que tu sais, on aide les gens à acheter puis vendre, mais c'est que il y a une réelle opportunité là. Il y a près de 9000 PME à vendre au Québec dans les prochaines années parce que l'entrepreneur, il n'a pas pensé à sa relève, puis ils vont simplement fermer l'entreprise parce qu'ils n'ont pas, par exemple, les enfants ne veulent pas reprendre ou ils n'ont tout simplement pas planifié la vente de la business. Fait que pour des personnes comme toi puis moi qui se disent, OK, ben par où commencer? La beauté de la chose, j'ai l'impression, c'est que tu peux acheter déjà un inventaire avec 5, 6, 7, qui génère 5 000, 6 000, 10 000 $ de profit par mois. Automatiser des processus, puis vraiment mettre la bonne stratégie d'acquisition en place parce qu'il y a une recette. Comme pour faire une vidéo virale, il y a une stratégie à suivre. Mais après ça, la beauté de la chose, c'est que toutes les années de difficulté à bâtir une liste de clients, bâtir une réputation, bâtir un processus de vente, bâtir une recette, ça prend des années. Puis là, c'est comme... J'ai l'impression que c'est le seul hack en affaires. On se fait beaucoup pousser le message, j'ai l'impression, de notre génération de faut que tu sois entrepreneur, faut que tu sois autonome. Puis il y a beaucoup de gens qui essaient de se lancer. Encore une fois, un peu d'élus, mais j'ai l'impression que le seul vrai hack, c'est d'acheter une PME au Québec. Là. Parce qu'il y a comme... Là, il y a 250 000 PME au Québec. Il y en a 9 000, selon les dernières statistiques, qui n'ont juste pas de repreneurs, qui vont juste fermer. Ça, c'est vraiment dangereux pour l'économie du Québec. 100%. Il y a plein de commerces qui ferment. Mais en plus de ça, c'est sans compter les 9 entrepreneurs sur 10, les 9 propriétaires de PME sur 10 qui souhaitent vendre dans les 10 prochaines années au Québec. Ce qui est, en fait, quand tu penses, une extrêmement grande opportunité pour notre génération, en fait. Là. C'est fou. Mais c'est vrai que personne n'en parle, ça. Non, y a personne à part vous, là, mais mettons, c'est vrai qu'on l'entend pas souvent. Mais tu sais quoi, j'ai menti. J'ai eu une opportunité récemment c'était pas de reprendre une entreprise, mais c'était justement de prendre en charge un partenariat. Donc, je prenais en charge de tout ce qui est le front-facing de cette entreprise-là pour 50-50 dans le fond. 50-50. Fait que c'était vraiment intéressant, mais la raison pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est parce que je me voyais pas dans le produit, tout simplement. Exact. Fait que c'était beaucoup ça
l'enjeu, en fait. Ouais, puis tu sais, dans la stratégie, c'est ça, oui, c'est beau les revenus, oui, c'est beau les profits, mais ultimement, ça reste, faut qu'il y ait un fit quand même avec ton champ d'intérêt. 100%. Mais la beauté de la chose, c'est ça, c'est que tu peux acheter une entreprise comme un actif, comme un bloc immobilier, dans le sens que le but, il y en a que oui, ils vont s'acheter une passion puis ils vont vouloir travailler, mais nous, mettons, dans notre stratégie, on achète l'actif, on achète l'entreprise telle qu'elle avec le staff, l'inventaire et tout, fait que t'es pas nécessairement à travailler sur le plancher, tu gères, tu opères l'entreprise, mais le but, c'est de te dégager un profit sans avoir à rajouter des heures sur ton horaire de travail. Ouais. C'est un petit peu ça l'arbitrage qui est intéressant. Puis j'ai l'impression qu'on tombe dans un univers d'acheteurs parce que la génération des baby boomers, c'est le plus grand transfert de richesse qu'on va jamais vivre de notre vécu. Ouais. Dans le fond, les baby boomers qui vont tous passer à la retraite, qui vont décider un jour, ben, c'est eux qui ont accumulé le plus de richesse là, en Amérique du Nord, cette génération-là, à cause de plein de circonstances économiques, etc. Puis le volume de cette transaction-là, c'est 2000 milliards de valeur qui va être transférée. 2 trilliards, dans le fond. Oui, exactement. Ouais, aïe. Qui va être transférée aux générations en dessous, dont nous. Il y a d'autres générations, mais tu sais, on peut prendre une part du gâteau, puis j'ai l'impression que personne connaît ça, mais c'est une réelle opportunité, puis ça arrive une fois dans une vie, tu sais. On ne reverra pas une génération des baby boomers, tu sais, économiquement parlant. Non, c'est ça. Une génération comme ça arrive toutes les 100 ans, tu sais. À peu près. Fait que c'est quand même fou quand tu mets ça en perspective, puis de jumeler cette opportunité-là qui est relativement explosive avec tes attributs qui sont relativement explosifs en termes de viralité puis de visibilité. Je trouve que ça peut faire un cocktail quand même assez... Ben, tu sais, tu me dis ça, puis ça me donne envie de genre peut-être voir votre liste de PME, puis du moins, comme s'il y a un fit ou quoi que ce soit, même pas genre être le branding de ça, juste utiliser mes connaissances de réseaux sociaux, puis me les faire moi-même, mais pas nécessairement avoir mon visage dessus. Puis bien sûr, évidemment, il faut que ça soit une business qui avec une audience qui est rejointe par ces réseaux-là. Là. Tes valeurs. Puis ses valeurs, etc. Mais en fait, je vais regarder sur votre site. Ouais. Ben, écoute, ça me fait plaisir de t'aider. On arrive vers la fin là, de l'épisode. On en parlera au pire là, après le podcast. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, ce que tu fais, tapez Anto30 sur Google. TikTok, Instagram, YouTube, n'importe quoi. C'est aussi facile que ça, en effet. Ouais. Génial. Je te remercie beaucoup, Anto. C'était vraiment le fun. Puis pour tout le monde qui nous écoute à la maison, je vous remercie et on se dit à la semaine prochaine.